Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un jeu de questions-réponses et d'ailleurs, je vous remercie énormément d'avoir répondu présent sur mes différents réseaux sociaux. Je vais commencer tout d'abord par répondre à vos questions et ce sera à mon tour de vous poser une dizaine de questions et vous pourrez ainsi tester vos connaissances en matière de diététique et de sport. Allez, première question d'une abonnée qui ne comprend pas comment on peut faire du muscle quand on est en déficit calorique. Alors tout d'abord, je n'aime pas ce terme de déficit calorique. Vous pouvez toujours aller voir ma première vidéo diététique où je vous expliquais que nous avions un nombre de calories à consommer par jour en fonction de notre âge, de notre taille, du poids que l'on souhaite atteindre et aussi en fonction de notre activité. Il n'est pas évident de consommer moins de calories que ce que votre métabolisme a besoin, car vous allez perdre du poids, certes, rapidement, mais à un moment, vous allez vous sentir fatigué, frustré et du coup craquer, remanger plus qu'il ne faut et donc reprendre du poids, le poids que vous avez perdu, voire plus. Donc première chose, on évite d'être en déficit calorique que l'on consomme par jour. Maintenant, si vous êtes un petit mangeur, que vous mangez moins que le nombre de calories dont vous avez besoin et que cela vous convient, pour conserver vos muscles ou accroître votre masse musculaire, il faut consommer des protéines. Ce nutriment va vous fournir de l'énergie, il participe au renouvellement cellulaire, notamment au niveau des tissus musculaires, de la peau et du tissu osseux. Les principales sources de protéines se trouvent dans les produits d'origine animale, comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers, mais vous allez également en retrouver dans les légumineuses, les noix et les graines et les produits céréaliers. Combien de protéines vous allez pouvoir consommer par jour? Ici, il suffit de multiplier 0,8 g par votre poids. Par exemple, si vous faites 60 kg, vous faites 60 multiplié par 0,8 g, vous obtenez 48 et donc vous pouvez consommer 48 g de protéines par jour. Si vous êtes sportif, vous pouvez aller jusqu'à 1 g, voire 1,4 g multiplié par votre poids. Il faut savoir ici que 100 g de viande blanche, de volaille, de viande rouge correspond à environ 30 g de protéines. Pour le poisson, cela se situe entre 23 et 25 g. Tout ce qui est ensuite produits laitiers, vous aurez entre 10 et 15 g de protéines. Enfin, en ce qui concerne toutes les protéines végétales, le nombre de protéines se situera entre 5 et 8 g. Qu'en est-il des autres nutriments? Et là, je vais répondre à une question d'une autre abonnée, à savoir combien doit-on consommer de protéines, de glucides et de lipides par jour? Alors pour les protéines, c'est fait. Pour les lipides, vous devez consommer entre 35 et 40% de votre apport énergétique, soit entre 70 et 80 g de lipides si vous consommez 2000 calories par jour. À titre d'exemple, un œuf contient 5 g de lipides, un steak de 100 g en apporte 4 g, une tranche de saumon cuit à la vapeur 11 g, un verre de lait entier c'est 5 g et une cuillère à soupe d'huile, quelle que soit l'huile que vous consommez, cela vous apportera 10 g de lipides. Pour les glucides, vous pouvez consommer entre 50 et 55%, toujours par rapport à votre apport énergétique. Cela correspond à environ 200 à 250 g de glucides par jour. Mais attention ici, seulement un cinquième, donc si on reprend 200 g, ça fait 40 g, c'est un cinquième doit être composé de sucre rapide, comme par exemple les jus de fruits, les sodas, les confitures, le sucre bien évidemment, etc. Le reste de votre apport en glucides doit être composé de pain, de pâtes, de pommes de terre, de céréales telles que le riz, le blé, le quinoa ou encore les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les fèves par exemple. Donc en conclusion,
conclusion, dans votre assiette, vous allez devoir trouver pour moitié des légumes, sur l'autre moitié un quart dédié aux protéines, l'autre quart dédié aux féculents. Si vous avez des questions plus personnelles en fonction de votre apport énergétique, vous consommez plus 1800 calories, 2000 calories, 2500 calories et vous voulez savoir quel grammage de protéines, de glucides ou de lipides vous avez besoin, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Beaucoup d'entre vous m'ont également posé des questions sur la perte de poids et le sport, notamment savoir si l'on pouvait perdre du poids avec de la marche active. Certains s'interrogeaient sur le fait que leur poids stagnait alors qu'ils ou elles faisaient du sport. Alors oui, on peut perdre du poids en faisant du sport à condition que votre alimentation soit équilibrée. Avec la marche active et le cardio en général, vous allez brûler des calories, donc perdre du gras. Mais attention à ne pas négliger le renforcement musculaire. En effet, avec le renforcement musculaire, vous allez combler par du muscle les endroits où vous avez perdu de la graisse, comme par exemple au niveau des fesses, au niveau des bras ou encore au niveau du ventre. Et vous évitez ainsi que votre peau ne se relâche. Et pas de panique si vous semblez que votre poids stagne. En faisant du sport, vous avez certainement pris du muscle et comme le muscle pèse plus lourd que la graisse, vous avez l'impression que votre poids stagne alors que vous avez dû en perdre. Simplement, vous avez remplacé la graisse par du muscle. Autre question sur le sport, à savoir, dois-je faire des abdominaux tous les jours pour avoir une bonne sangle abdominale? Alors il faut savoir ici que vous travaillez vos abdominaux naturellement au quotidien et notamment les abdominaux profonds comme le transverse et les obliques internes car tout simplement ces muscles sont des muscles posturaux. Si vous voulez ensuite développer vos abdominaux, la fréquence d'entraînement idéale est de 1 jour sur 2 ou 3 à 4 fois par semaine. Vous leur laissez alors le temps de récupérer correctement entre chaque séance. N'oubliez pas également de varier les exercices entre les abdominaux hypopressifs comme la planche ou encore les exercices hyperpressifs comme le relevé de buste. Certains d'entre vous m'ont également fait part de leurs problèmes aux genoux, aux épaules, aux poignets et même au dos. Une personne souffrant de scoliose voulait savoir comment soulager les douleurs et vous avez été nombreux à me demander de remplacer des exercices que je propose dans mes séances par d'autres exercices plus faciles à réaliser. Je vous montre cela en images. Si vous avez donc mal aux genoux et que vous ne pouvez pas travailler à 4 pattes, par exemple pour faire les exercices où l'on travaille les muscles des fesses, tout simplement il faudra s'allonger sur le dos et faire cet exercice en contractant bien votre fessier à chaque fois que vous montez les fesses. Si à présent cet exercice est trop difficile pour vous à cause des douleurs aux poignets, aux coudes ou aux épaules, tout simplement on retourne sur les fesses et vous faites la planche inversée. On se met sur les fesses, on met les tibias parallèles au sol et on décolle les mains tout en serrant bien sûr son ventre et en soufflant au niveau de la cage thoracique. Toujours, si vous avez des douleurs au niveau des épaules, évitez les charges quand je prends des haltères pour faire des exercices comme ceci ou comme ceci. Enlevez toutes les charges. Beaucoup d'entre vous m'ont également fait part de leur douleur au dos due à une scoliose. Alors une scoliose, pour ceux qui ne le savent pas, est une déformation de la colonne vertébrale. Je vous montre une photo de ma fille, du dos de ma fille avant son opération. Alors cette déformation peut être une déformation soit en inclinaison,
à droite ou à gauche, soit en rotation, soit en flexion, soit les trois. Alors à l'adolescence ou à l'âge de l'enfance, il est possible de rectifier cette déformation, soit par le port d'un corset, soit par des séances de kiné quand cette déformation est très minime, soit plus difficile, l'opération, ce que ma fille a subi. À l'âge adulte, seuls des exercices peuvent soulager la douleur et je vais vous en proposer 3. En cas de rotation de la colonne vertébrale, vous allez vous mettre en position de chevalier servant. Alors si votre torsion est à gauche, mettez votre genou droit devant. On fait toujours à l'opposé de la déformation. Vous allez mettre la main à l'opposé à l'extérieur du genou, le bras droit devant et à l'expiration, vous allez ouvrir votre bras, regardez votre main. Vous tenez la position, puis vous revenez. Les épaules toujours bien baissées et je souffle et j'ouvre. Et je reviens. Et vous pouvez faire ce mouvement 20 à 25 fois, toujours calmement en inspirant, en prenant des grandes inspirations et des grandes expirations. Maintenant, en cas de flexion de la colonne vertébrale, toujours sur les genoux, vous allez vous mettre sur les orteils, poser vos mains sur les talons et pousser le ventre vers le haut, relâchez les épaules vers l'arrière, fermez vos omoplates. On tient la position 10 secondes et on revient. Encore, on inspire, on souffle, on pousse le ventre, on ferme les omoplates. Et on revient tout doucement. Là ici, vous pouvez également faire 5 fois ce mouvement en tenant quelques secondes, 10 au maximum, la position. Alors maintenant, si vous avez une inclinaison de la colonne vertébrale, je vais prendre l'exemple que l'inclinaison soit à gauche, je vais donc étirer à droite. Je vais poser mon pied droit au sol devant, croiser la jambe gauche derrière, souple sur les genoux, le bassin bien de face. Vous allez lever le bras gauche au plafond, inspirez, soufflez, inclinez à droite, sans faire partir les hanches. On étire bien, on ouvre la cage thoracique. On regarde loin devant, on tient une dizaine de secondes et on revient. Et vous pouvez faire 5 fois ce mouvement. Si maintenant votre inclinaison est à droite, on va étirer à gauche, on passe la jambe droite derrière, souple sur les genoux, on monte le bras droit et on incline à gauche. Et on revient. N'oubliez pas également de renforcer les muscles de votre dos pour protéger votre colonne vertébrale. Vous pouvez faire des exercices de pilates, de yoga et aussi de stretching pour étirer les muscles de vos jambes. Dernière question un petit peu plus personnelle, à savoir comment j'ai commencé sur YouTube. Tout simplement à cause du Covid, mes adhérentes n'avaient plus de professeur et en même temps je devais ouvrir mon cabinet de coaching en diététique. Et comme à cette époque ce n'était également pas possible, je me suis dit pourquoi ne pas tout faire sur YouTube. Et je ne regrette absolument pas car j'ai rencontré des personnes incroyables, gentilles, pleines de motivation. Merci à tous. Allez, à mon tour maintenant de vous poser quelques questions et n'oubliez pas de me mettre en commentaire vos résultats. Qu'est-ce que le fitness? Une manière douce de faire du sport, un effet de mode, un sport complet mêlant du cardio, de la musculation, etc. En effet, le fitness est un sport complet qui comprend de la musculation, du cardio, mais aussi du stretching, l'idéal pour se maintenir en forme. Quelle activité n'est pas du cardio? Le step, courir, taille, abdos fessiers.
Le cardio-training est une activité destinée à améliorer ses capacités cardiaques et pulmonaires. Le step et courir sont en effet d'excellentes activités pour cela. Lequel de ces exercices n'est pas orienté pour travailler les muscles fessiers? Les fentes, les squats, les pompes. Et oui, les squats et les fentes sont deux exercices excellents pour avoir des cuisses et des fesses musclées. À quoi sert l'échauffement? À se préparer progressivement à l'effort, à se préparer mentalement à rien. L'échauffement va permettre d'augmenter la température de votre corps, de préparer les muscles à l'effort et ainsi éviter tous les risques de blessures. Quel est le muscle antagoniste du biceps? Le quadriceps, le triceps, les deltoïdes. Chaque muscle du corps a un antagoniste, c'est-à-dire un opposé. Si on prend l'exemple du biceps, le biceps se contracte quand on fléchit le bras. À l'opposé, le triceps se contracte quand on tend le bras. Lait entier ou écrémé, lequel contient le moins de calcium? La teneur est identique, le lait entier, le lait écrémé. Lors de l'écrémage, seules les matières grasses sont supprimées. La teneur en calcium reste donc identique. Combien de fruits et légumes doit-on consommer par jour? Au moins 2, au moins 5, au moins 10. Il s'agit en fait ici de 5 portions de fruits et légumes, chaque portion devant peser entre 80 et 100 grammes. Cela correspond à une tomate, une petite pomme ou encore une grosse poignée d'haricots verts. Lequel de ces nutriments contribue à réduire la faim? Les glucides, les protéines, les lipides. La protéine est l'aliment coupe-faim par excellence et notamment la caséine est la protéine de référence en matière de perte de poids et de régulation de l'appétit. Vous allez en trouver essentiellement dans les produits laitiers. Les féculents font-ils grossir? Vrai? Faux? Aucun aliment ne fait grossir. C'est juste la quantité de cet aliment que vous allez consommer qui pourrait vous faire grossir. Parmi les lipides, les graisses, il existe de bons gras comme les oméga 3. Dans quel groupe d'aliments peut-on en trouver? Poisson, huile végétale, certaines noix, produits laitiers et certains légumes, viande et légumineuses. Les oméga 3 sont nécessaires au bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux et bien évidemment vous allez en trouver dans les poissons, notamment les poissons gras comme le saumon, dans certaines huiles et aussi dans certaines noix. Et voilà, j'espère que ce jeu de questions-réponses vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre résultat. N'hésitez pas également, si vous avez des questions plus personnelles, de me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, avec de la marche active. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse bien fort.